Donc, je m'appelle Daria Julkowska, je suis la coordinatrice de EJPRD. Et donc, je vais vous présenter, je dirais brièvement quand même le programme qui, comme vous allez voir, est assez complexe. Et puis Florence, elle va vous présenter l'appel à projet qui a été déjà préannoncé, qui sera ouvert le 14 décembre. Et donc, si peut-être juste pour vous dire, pour le confort de tous, parce que je vois qu'il y a des personnes en fait qui sont actives, donc il est possible qu'il y ait des bruits en fait de téléphone, donc n'hésitez pas quand même à vous mettre en mute sur votre ordinateur ou sur votre téléphone, parce que de toute façon, toutes les questions, on va vous demander de les poser par chat. Alors, commençons. Donc, pour décrire le European Joint Programme on Rare Diseases, il faut d'abord comprendre un petit peu mieux en fait l'environnement des maladies rares au niveau européen. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, cet environnement est divisé en 5 parties. La première partie, c'est la partie stratégique, en fait, où, en ce qui concerne la stratégie de la recherche, elle est, on peut dire, gouvernée aujourd'hui au niveau de IRDIRC, dans le Consortium international sur les maladies rares. C'est un consortium qui a été créé ensemble en 2011 par la Commission européenne et NIH et qui aujourd'hui implique plus de 50 partenaires en fait du monde entier en fait qui ensemble en fait créent à travers ces comités scientifiques et constitutionnels des financières, compagnies et des patients produisent des guidelines et des recommandations sur la recherche sur les maladies rares, mais aussi dans le sens plus large, en fait, sur l'environnement des maladies rares. Alors, tout ce qui concerne le financement au niveau européen, aujourd'hui, il est assuré par la Commission européenne, mais aussi par RNF-IRR, qui, lui, existe depuis 2006 et qui lance annuellement des appels à projets pour des appels à projets multinationaux et donc dont les activités, comme vous allez voir, vont être reprises par le EJPRD. Autre acteur très important dans ces paysages maladies rares, c'est des infrastructures au sens large, donc on peut dire infrastructures, outils, programmes, en fait, qui sont dédiés notamment pour justement accélérer la recherche. Donc il y a des outils ou des programmes ou infrastructures qui sont dédiés spécifiquement aux maladies rares, comme Orphanet ou RD Connect, ou la nouvelle plateforme sur le registre des Joint Research Center de la Commission européenne. Mais il y a aussi des infrastructures en fait qui sont plus, disons, plus transversales, dédiées à la recherche biomédicales, comme InfraFrontier dédié aux modèles animaux, BBMRI pour les biobanques, ECRIN pour les essais cliniques, Elixir pour tout ce qui est données, EU OpenScreen pour tout ce qui est screening des molécules, et EATRIS qui est dédié à la médecine translationnelle. Il y a aussi des projets Connect for Children, qui est un nouveau projet IMI et en fait qui se concentre sur des essais cliniques pédiatriques, ainsi que la nouvelle ou future infrastructure EPTRI qui est en fait sur la recherche clinique, aussi la recherche clinique pédiatrique. Alors, il ne faut pas, dans ces paysages, bien sûr, il ne faut pas oublier les patients et leurs besoins. Et les patients aujourd'hui, au niveau européen, sont représentés par Aurore 10, qui est une structure qui regroupe la majorité des alliances ou des associations des patients au niveau européen, voire international. Et bien sûr, disons un acteur assez récent, parce qu'il est créé en 2016, c'est des réseaux européens des références, en fait, qui ont été dédiés, dont le but primaire, en fait, c'est le soin, mais il y a aussi qui connectent le soin, les diagnostics et la recherche. Donc, on peut dire que tous ces petits mondes coexistent ensemble dans ce paysage des maladies rares. Et en fait, en 2016, il a été décidé en fait qu'il serait important de connecter tous ces acteurs à travers un seul programme. Et ces programmes devraient, c'est ce qui est très important en fait, devraient aussi contribuer aux objectifs des IRDIRC, et notamment les nouveaux objectifs qui ont été fixés en 2017, et à sa vision que toute personne avec maladie rare devrait recevoir un diagnostic, soin et une thérapie si elle est accessible en un an à partir du moment où la personne elle est dirigée vers un spécialiste.
Et donc, ces objectifs de IRDIR, bien sûr, on peut dire, guident les activités de EJPRD. Et donc, après 2 ans de discussions avec la Commission européenne, entre la Commission européenne et les États membres, en fait, l'appel à projet pour le European Joint Programme on Rare Diseases a été lancé par la Commission européenne. Et donc, aujourd'hui, avec un objectif primaire de créer vraiment, on peut dire, un environnement, une pipeline pour la recherche sur les maladies rares, avec l'objectif bien sûr de l'accélération de la translation des résultats de recherche dans les applications cliniques, meilleur diagnostic et bien sûr pour le bénéfice des patients. Et donc, ce programme a été déposé en avril 2018 à la Commission européenne et normalement devrait démarrer en janvier, au 1er janvier 2019. Comme vous voyez ici, là, en ce qui concerne le budget, la contribution elle est divisée entre la Commission et les États membres. Donc, la Commission va contribuer avec 55 millions d'euros et les États membres avec à peu près la même somme. La contribution des États membres, elle est partagée entre la contribution in-kind des différentes institutions participantes, mais aussi la contribution in-cash, notamment des agences des financements qui vont participer dans des appels à projets. Le EJPRD regroupe ensemble 88 bénéficiaires, donc institutions, plus 50 parties tiers liées qui ensemble représentent 35 pays, dont 27 États membres, 7 pays associés et Canada. Et le programme va durer 5 ans. Et comme vous voyez ici, en ce qui concerne la typologie des partenaires, en fait, tous ces acteurs que j'ai mentionnés à travers cet environnement maladie rare sont représentés, c'est-à-dire les financeurs, les instituts de recherche, les universités, les hôpitaux, les infrastructures européennes, les patients et aussi les charités et les fondations. Alors, comment le programme est organisé? Donc, la coordination se situe à INSERM et elle est traduite à travers, en fait, voilà, la coordination et des activités transversales. Et le reste du programme est divisé en 4 grands piliers qui regroupent donc différents types d'activités. Donc, le pilier 1 se concentre sur le financement. Le pilier 2, tout ce qui est les accès coordonnés aux coordonnés aux données et ressources. Le pilier 3, c'est tout ce qui comporte la formation et l'éducation. Et enfin, le pilier 4, qui se concentre sur l'accélération de la translation et des résultats des recherches et accélération du développement des thérapies à travers des essais cliniques. Donc maintenant, je vais vous décrire un tout petit peu ce qui est dans chaque pilier. Donc ça, c'est juste pour vous montrer que l'ensemble de ces activités est divisé en 20 work packages différents. Et donc, on va passer au pilier 1 qui se concentre sur le financement de la recherche. Et là, en fait, ça reprend des activités de financement de RNET-IRR et aussi de nouvelles activités, en fait, de nouveaux financements. Donc, premièrement, le Work Package 6, donc ça, c'est effectivement ce qu'on transfère les activités de financement de RNET-IRR à l'intérieur de EJPRD. Donc, ça veut dire que ça comporte des appels à projets multinationaux qui vont être lancés annuellement. En fait, il est prévu qu'il y a 2 appels à projets qui vont être cofinancés par la Commission et 2 non cofinancés, donc financés seulement par les États membres. Pour le premier appel à projet, le budget des États membres s'élève à 27 millions d'euros. Et donc tout ça, on va vous décrire plus en détail un petit peu plus tard. Ce qui est nouveau, ce qui est intéressant, c'est le Work Package 7, en fait, qui lui, il va être dédié à tout ce qui est support pour le networking. Donc, il n'y aura pas, c'est pas un financement pour les activités de recherche, mais vraiment pour les activités de réseautage, et donc notamment pour, par exemple, pour la création de nouveaux réseaux, pour l'extension des réseaux déjà existants, pour la création des workshops, des événements, pour le partage des connaissances. Donc, ça va être l'objectif primaire. Normalement, cet appel à projet devrait être ouvert seulement dans la deuxième partie de l'année 2019, parce qu'il faut encore qu'on développe plus en détail tous les critères d'éligibilité.
Et puis, le Work Package 8, pareil, qu'on a nommé Rare Diseases Research Challenges, ça sera un financement qui va être dédié au partenariat public-privé, où en fait les challenges vont être fixés par l'industrie, mais il s'agit vraiment de petits challenges, donc ça peut être des challenges technologiques ou d'autres types, où en fait, ça sera en fait financement de petits projets à intérêt TRL assez élevé, où on attend en fait la réponse des institutions académiques ou des SMI, en fait, pour ces challenges qui vont être fixés par l'industrie et qui vont être financés en partenariat avec l'industrie. Et enfin, le Work Package 9 qui se concentre sur le monitoring de tous les projets financés. Alors, donc, je vais passer rapidement au pilier 2. Donc, pilier 2 qui est tout ce qui est l'accès ou coordonné à tout ce qui est données, ressources et les outils. Donc ces piliers, c'est en fait le but primaire de ces piliers est vraiment de créer une plateforme virtuelle avec un accès unique pour toutes les ressources comme les données, les registres, le biobank et les outils spécifiques, en fait, notamment par exemple tout ce qui est base de données de variants ou interprétation en connexion entre génomique et phénomique. Donc en fait, l'idée c'est que cette plateforme-là, elle est développée, donc il y a un certain nombre des ressources déjà existantes, mais il va falloir aussi connecter de nouvelles ressources. Et l'idée, en fait, de cette plateforme, c'est de ne pas juste la développer par la communauté ou en tout cas les acteurs, disons, en bioinformatique, mais surtout de la développer avec les utilisateurs. C'est pour ça qu'elle sera faite, tous ces piliers, il est vraiment étroitement lié sur la collaboration entre bioinformaticiens et le réseau européen de référence, qui sont, disons, nommé en tant qu'utilisateur primaire notamment de cette plateforme. Et donc l'idée, c'est que d'un côté, voilà, de connecter les ressources déjà existantes. Donc le choix de ces ressources va être fait ensemble à travers un dialogue avec la communauté de recherche et des ERN, mais aussi, du coup, la préparation de ces ressources pour qu'elles soient ce qu'on appelle les FAIR, donc ça veut dire Findable, Accessible, Interoperable and Reusable. Donc, d'un côté, il faut qu'elles soient visibles, donc qu'on peut les trouver sur la plateforme. De l'autre côté, il est important de rendre visibles les conditions de leur accessibilité, parce que tout n'est pas en open source, donc il y a un certain nombre de ressources qui vont être en effet accessibles immédiatement, l'autre qui vont demander un accès spécifique, notamment tout ce qui est des ressources qui peuvent contenir des données sensibles comme des registres par exemple. Et enfin, il est très important que ces ressources soient aussi interopérables. Et donc pour cette interopérabilité, il y aura non seulement en fait donc les travaux qu'on va faire à l'intérieur de EGPRD pour rendre les ressources interopérables, mais aussi pour soutenir et former les différents acteurs, les différentes parties prenantes pour que quand ils vont créer de nouvelles ressources, pour que ces ressources soient déjà FAIR compliant et qui puissent être intégrées en tant que ressources visibles dans cette plateforme. Et enfin, bien sûr, tout ça, même si c'est basé en partie des ressources existantes, va impliquer aussi le développement de nouveaux outils et notamment tout ce qui est des approches multidisciplinaires dans la biologie des systèmes et la création de pathways spécifiques, en fait, donc la création, en fait, on peut dire des outils, des nouvelles méthodologies pour connecter, en fait, on peut dire des données, d'autres données que des données génomiques, et notamment implication de tous les aspects environnementaux ou toxicologiques dans le diagnostic des maladies rares. Alors,
les piliers 3, donc comme j'ai dit, c'est tout ce qui est la formation et l'éducation. Et comme vous allez voir, en fait, il se décline à travers 5 work packages différents et qui vont proposer des formations. Alors, ça peut être des formations soit qui existent déjà et qui ont été intégrées au sein de EJPRD ou des nouvelles formations qui vont être créées. Et donc là, le Work Package 14, c'est tout ce qui est formation en management des données et la qualité. Et donc, c'est un mélange des nouvelles formations, comme la formation sur la nomenclature Orphanet, par exemple, ou des formations comme la formation sur la qualité, les standards des données génomiques dans la pratique clinique, qui aujourd'hui est proposée par Eurogentest et qui sera intégrée dans le EJPRD. La même chose pour tout ce qui est les biobanques, mais aussi les registres et la vérification de données à la source qui est aujourd'hui proposée par Istituto Superiore di Sanità à travers son Summer School, mais qui sera proposée aussi par le Joint Research Center de la Commission européenne pour tout ce qui concerne notamment la nouvelle plateforme des registres qui va être créée. Donc c'est comme je dis, c'est un mélange des nouveaux de nouvelles formations et des formations qui existent déjà, mais qui vont être données ou en tout cas rendues disponibles à travers le EJPRD. Pour tout ce qui est la formation des patients ou formation conjointe des patients et des chercheurs, là c'est sous le leadership de Aurore 10. Donc le Summer et le Winter School de Aurore 10 seront aussi proposés à travers EJPRD et il est prévu aussi de développer une nouvelle formation sur le leadership et la communication pour les patients, les représentants des patients. Enfin, le Work Package 6, c'est complètement nouveau. Donc, en fait, on va créer un module d'éducation sur les maladies rares en format e-learning et qui sera développé à travers la collaboration avec des différentes universités et sur le leadership de la Fondation Maladies Rares. En fait, là, il s'agit donc de développer au cours de EJP 12 modules différents et qui vont être accrédités et donc ce qui permettra une création d'un cours complet sur les maladies rares, sur la recherche sur les maladies rares et qui va être accessible à tous. Enfin, deux autres Work Packages, le Work Package 17 qui lui est dédié spécifiquement à des formations dédiées au réseau européen des références, donc dédiées mais aussi développées par des réseaux européens des références. Donc c'est eux qui vont organiser et créer des formations spécifiques pour ces réseaux, mais qui vont aussi être accessibles au public plus large. Et enfin, les derniers Work Packages, c'est là où en fait on se réserve la possibilité de créer de nouvelles formations en fait qui vont apparaître au fur et à mesure en fait de fonctionnement de EJPRD ou sur les besoins spécifiques de la communauté et notamment des besoins des pays de EU13 en fait qui peuvent avoir des besoins un petit peu plus spécifiques que ce qui est proposé aujourd'hui. Alors, les derniers piliers, donc c'est le pilier 4 sur l'accélération de la translation des résultats des recherches et des essais cliniques. Et donc, à l'intérieur, on a deux work packages. Le premier qui se concentre sur tout ce qui est vraiment accélération de l'innovation. Donc, en fait, on s'est aperçu qu'aujourd'hui, on finance un certain nombre de projets, mais qui ne sont pas toujours très bien accompagnés justement pour accélérer l'introduction de leurs résultats et notamment accès aux futurs sponsors en fait qui peuvent reprendre ces résultats pour les développer plus loin, notamment pour des essais cliniques ou développement thérapeutique. Donc, ce qui va être proposé, c'est les services d'un Innovation Manager qui sera proposé en fait aux projets qui ont été précédemment financés à travers IRER et qui seront financés à travers le EJPRD. Donc, pour l'instant, ça sera limité, mais l'idée, c'est en fait vraiment de faire du upscale de ces services par la suite. Il y aura aussi des événements spécifiques qui vont être organisés pour accélérer le partenariat public et privé. Et le Work Package 20, celui qui se concentre sur l'accélération des essais cliniques. Donc l'idée ici, ce n'est pas de faire des essais cliniques en soi à l'intérieur de ce Work Package, mais en fait d'accélérer l'implémentation des nouvelles méthodologies, en fait des méthodologies pour des petites
qui ont été déjà développés pour des essais cliniques dans les petites populations à travers des projets comme Asterix ou maintenant j'ai oublié le nom du deuxième projet. Bon bref, l'idée c'est vraiment tester ces approches qui ont été développées à travers en fait des utilisations des données sur des essais cliniques précédents, mais aussi de développer de nouvelles méthodologies à travers la contribution notamment des réseaux européens des références et d'autres partenaires qui sont impliqués dans les EGPRD. Enfin, la collaboration avec ECRIN sera aussi développée pour adapter mieux les services de ECRIN à l'intérieur pour en fait les besoins de la communauté maladie rare. Alors, maintenant, très rapidement, donc sur les activités transversales, comme forcément, il y a la coordination et le management qui sera géré par INSERM, mais aussi la connexion très étroite avec IRDIRC, et notamment à travers le Work Package 2 et la stratégie des recherches qui sera développée. EGPRD va aussi bénéficier d'un Work Package spécifique dédié à tous les aspects éthiques, légaux et les propriétés intellectuelles. Donc l'idée, ça, c'est non seulement en fait de proposer une veille et donc une documentation adaptée pour la communauté pour tout ce qui est justement les aspects éthiques, légaux et les propriétés intellectuelles, mais aussi bien sûr veiller sur la compatibilité de EGPRD en soi et toutes les activités qui vont être développées au sein de EGP ou des projets de recherche qui vont être financés pour qu'ils soient bien sûr compatibles avec avec la GDPR ou tous les aspects éthiques qui sont demandés par la Commission européenne. Et enfin, le EGP, bien sûr, pourra aussi bénéficier à travers ces activités de communication et de dissémination de son réseau très étendu de toutes les parties prenantes participant dans le projet. Alors, une dernière diapositive sur la gouvernance avant qu'on passe à l'appel à projet. Pourquoi? Parce que c'est important de mentionner ici les policy boards et aussi les groupes nationaux, le groupe miroir nationaux. Donc, en ce qui concerne les policy boards, c'est les boards en fait qui va comporter les différents représentants. Donc, il est attendu que les différents représentants de les différentes DG de la commission, donc la recherche, santé et connect, sont impliqués dans ces boards. Il est aussi attendu que les représentants des ministères de recherche et de santé de tous les pays impliqués sont présents, ainsi que d'autres importantes parties prenantes comme les représentants de l'industrie, mais aussi des European Medicines Agency, UNETA ou ESRI, et bien sûr IRDEC seront aussi inclus dans ces policy boards. Et enfin, en ce qui concerne les groupes groupes miroirs nationaux, en fait, c'est des groupes qui ne sont pas obligatoires, mais fortement conseillés. Et donc, l'idée aussi, c'est qu'en fait, au niveau national, chaque pays construit ce type de groupe qui va impliquer toutes les parties prenantes du monde des maladies rares pour qu'on puisse traduire plus facilement en fait les besoins et des développements au niveau national à tout ce qui va se passer à l'intérieur de EGPRD et de l'autre côté tout ce qui se passe dans le EGPRD au niveau national pour qu'il y ait une vraie en fait cohérence et intégration en fait entre ce qui se passe au niveau européen, international et national. Voilà, et donc maintenant je vais passer la parole à Florence Guillot qui va vous présenter donc appel à projet transnational 2019. Bonjour à tous. Alors je me présente, Florence Guillot, je suis chargée de projet scientifique à l'ANF et je vais être en charge des appels à projets au travers de l'EJP. Mais je serai aussi chargée du suivi des projets de recherche de IRER. Alors, concernant ce premier appel à projet 2019 dans le cadre de l'EJP,
il faut savoir qu'il y a 23 pays qui participent pour un budget total de 27 millions d'euros. Étant donné que c'est un appel à projet cofinancé par la communauté européenne, il y a 5 millions d'euros supplémentaires. Le sujet de cet appel à projet concerne l'accélération du diagnostic et l'exploration de la progression de maladies et l'étude des mécanismes des maladies rares. Plus précisément, ces projets pourront concerner deux sous-projets et pourront concerner les deux en même temps. Hein. Donc l'accélération du diagnostic, donc ça impliquera notamment l'étude de nouveaux schémas pour trouver de nouveaux diagnostics pour des patients encore non diagnostiqués. L'amélioration de la notation, interprétation des variants et développement de tests de diagnostic, nouvelles modalités d'analyse de fonctionnement de candidats variants in vitro, niveau cellulaire, tissulaire et études animales. Les approches multiomiques seront intégrées au projet, seront fortement considérées également. Une deuxième donc, partie qui concerne l'étude de la progression des maladies et l'étude des mécanismes. Donc c'est ce qui est déjà bien connu comme les registres de patients, les études d'histoire naturelle, l'identification de biomarqueurs cliniques, ainsi que l'identification de nouvelles voies pathologiques dans ces maladies. Alors cet appel à projet, en revanche, exclut certains sujets, notamment les maladies infectieuses rares et les cancers rares. Tout ce qui est aussi les effets des effets rares qui sont obtenus chez certains patients qui ont été traités ne sont également pas tenus en compte dans cet appel à projet. Les études précliniques en thérapie seulement ne sont pas considérées non plus. Ensuite, au niveau des maladies neurodégénératives rares, il faut savoir que GPND a un appel à projet qui les concerne cette année. Cependant, ne sont pas exclues toutes les démences infantiles et maladies neurodégénératives. Pour d'autres détails, vous pourrez tout consulter dans le contexte, les guidelines pour applicantes et les proposals qui seront mis sur le site internet de l'EJP à partir du 14 décembre. Alors, concernant l'éligibilité des consortiums, donc là c'est un petit peu comme d'habitude, c'est-à-dire tout ce qui est institut académique, hospitalier et entreprises de toute taille peuvent participer. La nouveauté sur le JP, c'est la volonté d'impliquer les associations de patients en fait dans les consortiums et de les impliquer dans les projets de recherche. Enfin, c'est l'idée de l'EJP. Pour l'instant, mais ça reste à confirmer, c'est l'INSERM qui sera en charge de financer les associations de patients. Mais comme je dis, c'est encore à confirmer. Tout sera prêt pour le 14 décembre, mais pour l'instant, c'en est là. Les autres règles d'éligibilité, donc pour la formation des consortiums, il faut au minimum 4 partenaires éligibles de 4 pays différents. Donc on vous encourage fortement à vérifier votre éligibilité au sein de chacun des pays et des organismes de financement, en sachant que les règles sont différentes d'un pays à l'autre. Donc vérifiez avant que chacun de vos partenaires sont éligibles, parce qu'il suffit qu'un partenaire ne soit pas éligible pour que tout le projet ne soit pas éligible. Il faudra donc un maximum de 6 partenaires pour la formation du consortium, et qui peut être étendu jusqu'à 8 si on rajoute des pays sous-représentés. On peut également inclure dans les consortiums
des partenaires de pays qui ne font pas partie de l'EJP, mais il faudra que ces personnes viennent avec leur propre financement. Concernant le déroulé de cet appel à projet, c'est un petit peu comme chez IRER, c'est-à-dire donc l'appel à projet va s'ouvrir le 14 décembre. Le délai de soumission des pre-proposals se termine le 14 février. Donc là, il y aura une première sélection à effectuer. Et ensuite, pour l'invitation à resoumettre une full proposal, le délai est jusqu'au 11 juin 2019, en sachant que les résultats seront annoncés en octobre 2019. Donc, pour toute question, la première chose, je vous encourage à lire à partir du 14 décembre dans tout ce qui est les guidelines pour les postulants, le call text. Vous y trouverez toutes les informations nécessaires pour postuler. Et pour des questions supplémentaires, vous pouvez me contacter à l'ANR, donc il y a mon adresse email. Vous pouvez également prendre contact avec Fondation Maladies Rares. Donc ça, c'est plus pour d'autres appels à projets futurs, on va dire. Et ce qu'il faut aussi prendre en considération, c'est de contacter l'INSERM. Donc Daria Julkowska, pour l'instant, c'est notre point de contact à l'INSERM, concernant toute question sur la participation des associations de patients dans les consortiums. Pour finir, donc le call secrétariat, l'équipe qui est chargée de la gestion de cet appel à projet cette année, c'est DLR en Allemagne. Vous pouvez avoir des informations supplémentaires dans un premier temps sur le site de IRER et à partir du 14 décembre sur le site de JP RD. Je vous remercie. Si vous avez des questions, merci de les écrire. Oui, alors, donc pour l'instant, on ne voit pas de questions. Je vois que ça y est, ça commence peut-être à écrire. Juste pour clarifier aussi une chose concernant donc effectivement, en fait, il faut savoir que pour cet appel à projet, en fait, c'est une collaboration conjointe entre l'ANR et la Fondation Maladies Rares. Mais c'est vrai que, en fait, le contact principal, c'est quand même ANR et donc Florence. Pour la Fondation Maladies Rares, je pense que éventuellement, si vous voulez vraiment avoir un petit peu plus de détails sur comment ils ont contribué dans l'appel à projet, vous pouvez les contacter. Mais normalement, Florence, elle pourra répondre à toutes vos questions. Comme elle a déjà mentionné, moi, je serai pour l'instant le point de contact INSERM pour tout ce qui concerne la participation et le financement des Patient Advocacy Organizations. Et en sachant aussi que pour l'instant, comme on a dit, c'est encore en cours des vérifications. Donc de toute façon, pour le 14 décembre, on devrait avoir la réponse claire qui contacter en fait pour cette partie des financements. Je ne sais pas si ça a été mentionné, mais il faut savoir aussi que les patients, donc organisation des patients, ne seront pas comptabilisés dans le nombre total du 6, ou le maximum du 6 ou du 8, ou aussi le minimum de 4. Alors, et enfin, n'oubliez pas effectivement que pour toutes les questions liées à la spécificité aux spécificités françaises, c'est Florence qu'il faut contacter. Si vous avez des questions générales sur l'appel à projet, il faut contacter l'ex-secrétariat de l'appel à projet en Allemagne. Donc nos collègues, c'est pour ça on a mis leurs coordonnées dans la présentation. Alors, maintenant on va essayer de passer aux questions. Alors, si je me souviens bien, la maladie de Lyme n'est pas une maladie rare. En fait, si vous voulez vérifier l'éligibilité de votre maladie,
Alors, premièrement, donc, il ne faut pas oublier, donc on considère quand même que vous travaillez sur une maladie rare. Vous êtes au courant que la prévalence en Europe, c'est des 5 personnes, maximum 5 personnes sur 10 000. Donc, il faut garder en tête cette prévalence. Et après, si vous avez quand même un doute que la maladie sur laquelle vous travaillez, vous n'êtes pas sûr que finalement c'est une maladie considérée comme une maladie rare ou pas, on vous conseille fortement de consulter Orphanet, qui regroupe en fait l'information sur toutes les maladies rares et pour la majorité aussi leur prévalence. Alors, question. Est-ce qu'il peut avoir plusieurs partenaires d'un pays parmi les 6 maximum? Alors oui, la participation est limitée à 2 partenaires, éligibles par pays. Donc vous pouvez par exemple avoir un consortium, mais attention parce qu'il faut quand même le minimum de 4 pour commencer déjà, pour démarrer le projet. Il faut au minimum de 4 pays différents. Et après, par exemple, le 5e peut être aussi du même pays qu'un des 4 de base. Alors, il est prévu un futur call orienté préclinique, développement, validation. Aura-t-on des infos sur ces call timing bientôt? Alors, donc effectivement, comme Florence a expliqué, dans cet appel à projet, on revient un petit peu sur un appel à projet plus ouvert qui se concentre sur le diagnostic, sur les histoires naturelles, établissement des registres dans le cadre des projets de recherche, etc., sur la pathophysiologie, et donc tout ce qui concerne la validation des cibles thérapeutiques dans les modèles animaux est exclu de cet appel à projet. Normalement, l'appel à projet suivant, il devrait être plus, ou en tout cas inclure cette thématique. Et il faut savoir en fait que le calendrier, on va garder le même calendrier. Donc ça veut dire que, en tout cas pour des appels à projets transnationaux de ce type, l'appel va ouvrir toujours en mois de décembre et suivre toujours le même calendrier. Donc de toute façon, donnez-nous un petit peu de temps pour que l'IDPRD démarre, mais sur le site, vous allez avoir aussi plus d'informations et vous pouvez garder déjà en tête que voilà, ce calendrier il va être gardé. Donc même si vous n'allez pas visiter, même si on espère quand même que vous allez visiter le site de IDPRD très souvent, mais sinon, voilà, autour du mois de novembre, il y aura sûrement déjà une préannonce. On va peut-être essayer même de publier ces informations encore plus tôt pour que vous ayez la possibilité de vous préparer au plus tôt possible. Alors, ce sera une firme qui fera la coordination du projet ou bien doit-on prendre un prestataire externe privé pour la coordination? Alors, je ne suis pas sûre de comprendre cette question parce qu'il y a 2 niveaux différents, c'est-à-dire l'INSERM et les coordinateurs de IJPRD dans son ensemble. Donc ça, c'est une chose. Et donc, voilà, on a déjà assuré la coordination, donc il n'y a pas besoin de prendre les prestataires. Par contre, si vous pensez à la coordination de votre projet de recherche, c'est comme dans un projet ANR. Normalement, je ne crois pas qu'il y a beaucoup de projets ANR, ou voire c'est même pas possible, qu'il y ait un prestataire qui assure la coordination. Maintenant, si vous parlez du management de projet, parce qu'il est possible aussi que vous pensez à ça, c'est-à-dire bien sûr la coordination du projet, ça veut dire tous les aspects du management du projet, donc tout ce qui est les aspects administratifs, etc. Il est extrêmement important que le coût de ces aspects-là sont inclus dans votre fiche budgétaire que vous allez soumettre dans la pré-proposition. Et donc, c'est au coordinateur de projet, donc au PI du projet qui va être responsable de la coordination du projet, de prévoir un budget adéquat pour assurer le management, donc notamment, par exemple, je ne sais pas, le budget nécessaire pour les meetings du consortium annuel, etc. J'espère que ça répond à votre question. Alors, non, ce n'est pas l'interface de l'ANR qui va être utilisée pour le dépôt du dossier. Il y aura, en fait, on utilise le même système que dans IRER. Donc, en fait, c'est une autre interface qui est assurée par, en fait, notre partenaire allemand qui n'a pas changé depuis 12 ans. Donc, ce n'est pas à travers l'ANR qu'on va déposer le projet. Votre financement va être assuré par l'ANR. On va appliquer les mêmes règles que l'ANR, mais la soumission du projet, elle va être à travers l'interface qui va être en fait spécifique pour l'appel à projet IJPRD.
Alors, maximum 2 partenaires d'un même pays inclut un partenaire privé. Alors, c'est à vous de décider. En fait, ça dépend en fait de l'éligibilité de ces partenaires privés parce qu'il faut savoir que les partenaires privés ne sont pas toujours éligibles pour tous les pays. Donc, par exemple, pour la France, il n'y a pas de problème. Les partenaires privés peuvent être financés à travers par l'ANR. Donc, dans ce cas-là, si vous avez un partenaire public et privé français, ils sont tous les deux éligibles. Par contre, pour les autres pays, il faut vérifier. Il faut juste s'assurer que l'entreprise ne soit pas en banqueroute. Oui, ça c'est très important, bien sûr. Alors, on attend les autres questions. Peut-on étudier la pathophysiologie de la maladie sans en étudier la progression? J'imagine. Je pense qu'il y a certaines maladies pour effectivement, en fait, l'idée c'est de ne pas, en fait, vous n'êtes pas obligé de répondre à la partie A et B en même temps. Donc vous pouvez vous concentrer sur la pathophysiologie seulement si voilà, l'objectif va réunir aussi d'autres critères que vous allez voir sont déjà partiellement décrits dans la pré-annonce, mais voilà, il n'y a pas d'obligation de réunir la partie A et B dans le même projet. Alors, dans la section B, Identification of novel pathophysiological pathways in appropriate disease models that effectively mimics the human condition, c'est du préclinique, ce qui contredit? Non. Alors, comme j'ai dit, effectivement, l'idée, c'est de ne pas faire des études précliniques pour le développement de nouvelles thérapies. Donc, ça veut dire que vous avez, par exemple, une molécule ou un cible thérapeutique et vous voulez tester sur les cellules ou des modèles animaux. Ça, c'est exclu. Par contre, l'étude de pathophysiologie dans les modèles, il est tout à fait éligible dans cet appel à projet. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que ça a répondu à votre question? Je vois plus de nouvelles questions. On attend un petit peu. Quel est le critère pour éligibilité d'un partenaire clinicien? Si vous parlez de la France, c'est le même critère que l'ANR, en fait. Donc, si vous travaillez dans un hôpital ou un hôpital universitaire ou une institution spécifique, normalement, tous ces partenaires sont éligibles en France. Aidez-vous à l'identification des partenaires étrangers si on soumet le pré-projet. Alors, on n'a pas, en fait, c'est-à-dire on ne peut pas se permettre de faire ce travail. Par contre, je vous invite, en fait, sur le site de IRR, nous avons, que vous voyez aussi s'afficher sur l'écran, nous avons créé quelque chose qui s'appelle Looking for Collaborations. Et donc, normalement, c'est un outil qui existe depuis déjà très longtemps et donc inclut beaucoup des chercheurs des pays différents en fait, qui ont créé leur profil là. Donc, il n'y aura pas un module comme ça sur le site de EJPRD, tout simplement parce qu'on ne peut pas tout transférer de suite. Donc, pour l'instant, on va se baser sur ce qui a été créé pour IRR. Donc, je vous invite à vous inscrire dans ces modules si vous souhaitez chercher des partenaires potentiels. Très bien. Alors, je ne vois pas d'autres questions arriver. OK. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, on va terminer ici. Donc, je voudrais encore une fois remercier Daria et Florence pour leur présence et le webinaire une deuxième fois d'affilée. Donc, sachez que la présentation vous sera envoyée par mail et l'enregistrement du webinaire ainsi que la présentation seront disponibles en ligne donc sur le site horizon2020.gouv.fr du ministère. Et vous avez tous les contacts si vous avez d'autres questions par la suite.
après avoir lu évidemment tous les documents disponibles en ligne. Mais n'hésitez pas. Voilà, bonne journée et à bientôt. Merci.